Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, euh, on va parler d'un projet futur. Voilà, je préfère faire ça maintenant parce que sinon vous allez voir ce projet futur et vous allez me poser des questions de savoir c'est quoi cette voiture, qu'est-ce que tu veux en faire, est-ce que tu veux la vendre, etc. Alors, c'est pour ça que du coup, je fais ces vidéos dédiées à ça. Comme ça, au moins, si vous avez des questions, vous pourriez me les poser dans cette vidéo en commentaire. Aussi, en passant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, euh, voilà, à partager, etc., etc. Et surtout, activer la petite cloche pour être informé des sorties des vidéos. Je sors à peu près voilà, une vidéo par semaine, en principe le dimanche soir, elle sort. Donc voilà, donc faut savoir que j'aime les voitures, tout ce qui est un peu des années 80, on va dire, ouais, des véhicules de mon enfance. Je pense qu'il y en a beaucoup sur ma chaîne qui se retrouvent dans ça, même plus âgés que moi. Et je pense qu'en plus de parler un peu de voiture, des personnes qui ont passé leur permis limite sur les voitures, c'est comme sur la 205. Je pense qu'il y a des gens qui auraient pu passer leur permis de conduire sur une 205. Donc je pense que ça fait plaisir de savoir qu'une génération nous différencie, mais qu'on aime toujours autant ces voitures. Et c'est des voitures qui ont 40 ans et plus, du coup, parce que la 205 a pris 40 ans en février 83 de mémoire. Dites-moi en commentaire si j'ai raison, je crois que c'est février 83. Bref, et là du coup, moi, j'ai une voiture qui me fait rêver étant gamin. Et je me suis dit un jour, cette voiture, je l'aurai. Donc ce jour est arrivé. Et je suis bien content, voilà. J'aurais mis le temps, alors forcément, j'aurais pu faire ça avant, mais parce que ben, j'avais pas non plus spécialement la place de faire ça, et puis surtout les moyens, voilà, il faut dire ce qui est. Là, voilà, maintenant j'arrive voilà, j'ai 37 ans, j'ai un bon boulot, je gagne bien ma vie, comme tout le monde, on va dire, mais mieux que quand j'avais 20 ans. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je peux me permettre de louer ce hangar et de pouvoir me faire plaisir. Par contre, voilà, au détriment de, ben, oui, je pars pas en vacances, oui, ou sinon quand je pars en vacances, c'est différent de monsieur et madame tout le monde, on va dire. Je ferai au pire, je ferai une vidéo dédiée. J'ai un deuxième moyen de locomotion que je pratique depuis maintenant 6 ans. 6 ans, bref. Et donc je passe des vacances comme ça, on va dire. Et du coup, donc, euh, ce projet futur, je suis dessus depuis février, mars. On s'est contacté avec la personne pour savoir le véhicule. En fait, comment ça s'est passé? C'est que je cherchais donc un tel véhicule avec, je voulais absolument telle motorisation. Et enfin, j'avais deux motorisations au choix. Et surtout, je voulais qu'il n'y ait pas la clim, parce que c'est des véhicules anciens et que du coup, quand il y a la clim, le gaz n'est plus bon, donc il faut refaire sinon toute l'installation pour remettre la clim aux normes. Voilà. Et ça coûte très cher, donc je ne voulais pas la clim. Et j'avais posté une annonce sur Facebook, sur un groupe, même sur deux groupes. Et il s'avère qu'une personne, le lendemain, voilà, m'a contacté sur Messenger pour me dire qu'elle avait ce qu'il fallait à disposition. Et c'est là que démarre une grande discussion par téléphone entre passionnés. Et voilà, donc j'ai été chercher la voiture à Pompertusac, enfin bref, un petit peu en dessous Toulouse. Donc imaginez-vous, j'habite à côté, dans les environs d'Auxerre, donc quasiment 700 km. Et alors ce qui m'a plu, ben, voilà, c'est que c'est une première main,
Donc, alors, je suis parti, j'ai récupéré la belle, monté sur le plateau, etc. Je suis parti et j'ai oublié le dossier avec toutes les factures, la facture d'achat, etc. Parce que c'est une première main, elle a sa première immatriculation, donc elle n'a eu qu'un seul propriétaire. J'ai la facture d'achat du véhicule, donc le propriétaire en fait va tout m'envoyer par la poste directement. Parce que du coup on s'est contacté et je lui ai dit voilà, je dis ça m'embête un petit peu tout ça, il dit t'inquiète pas, il m'a dit je fais le nécessaire, il dit là cet été je reviens dans la maison familiale en vacances, il dit je t'enverrai ça à ce moment-là, voilà, bon dossier, il dit t'inquiète pas, il dit il n'y a pas de souci, il dit je comprends, il dit entre passionnés, il dit moi aussi ça me plairait d'avoir tout l'historique du véhicule avec le carnet d'entretien de chez Citroën. Donc ça va être sympa. Donc vous savez déjà que c'est une Citroën. Donc on reste chez PSA, de toute manière je suis PSA. Et cette voiture m'a fait rêver, donc j'ai été la chercher avec le 806 que vous avez derrière moi et le plateau que vous avez juste là. Je regarde dans la glace, j'ai mis une glace pour voir, voilà. Donc ce plateau-là et le véhicule, ça me fait un convoi réuni de 12,50 m de long. Le plateau peut supporter un poids total à charge de 2 tonnes. C'est un simple essieu. Alors il faut savoir que le 806, j'ai passé, j'ai passé là pour aller faire, en dessous Toulouse, j'ai passé les 416 000 km. J'ai 416 800 quelque chose de mémoire. J'ai calculé ma moyenne. Alors c'est simple, j'ai bouffé aller-retour avec un plateau à vide pour l'aller et un plateau plein pour le retour. J'ai bouffé 110 litres de gasoil. Donc j'ai calculé ma moyenne. Donc là, je vais vous donner la petite astuce pour calculer votre moyenne que vous faites de consommation en carburant. Il faut faire la règle de 3. Alors c'est simple. Vous prenez le nombre de litres que vous avez bouffé, vous le multipliez par 100, parce que c'est au 100 km, donc vous le multipliez par 100, et après tout ça, vous divisez par le nombre de kilomètres parcourus. Voilà, et ça vous donne un chiffre, et ce chiffre, c'est la consommation en litres au 100 km du coup. Donc moi, je vais vous le dire, j'ai bouffé 110 litres de gasoil, et j'ai fait 1356 km exactement. Je suis parti d'ici parce que j'étais chercher le plateau ici. J'ai une station essence Total Energy qui est à 1 km de mon garage. J'ai fait le plein là-bas. Donc voilà, 1 km, hein, ça n'a pas consommé grand-chose. J'ai pris le plateau, j'ai attelé le plateau et j'ai mis mon compteur à 0. J'ai fait 1356 km une fois arrivé ici au retour. J'ai bouffé 110 litres de gasoil. Alors c'est simple, comment je le sais? C'est parce que je suis arrivé à Toulouse, j'étais un tout petit peu moins de moitié, donc ce qui est vraiment bien, du coup, avec un plateau derrière, il faut savoir. Et j'ai dit, voilà, sur l'autoroute, je vais mettre 30 balles, histoire de dire, normalement, ça devrait aller. Et à 100 km 150 km, la réserve du 806 s'est allumée, donc j'ai remis 50 € dedans, dans une station quelconque. Donc ça m'a remonté quasiment de moitié, et j'ai bouffé, on va dire, une vingtaine de litres, quoi. Et en plus, surtout, j'avais la clim. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, j'avais la clim. J'ai mis la clim, que ce soit aller ou le retour. Donc j'ai calculé, voilà, je suis à 110 litres grosso merdo de gasoil et 1356 km, ce qui me fait une consommation moyenne au 100 km de 8 litres 11. Vous faites le calcul, hein. Vous faites 110 multiplié par 100 et vous divisez tout par 1356 et ça vous fait 8,11 et des bourrettes. Bref, j'ai fait 8 litres 11 au 100 km pour aller chercher ce véhicule. Donc il faut savoir que sur le plateau, j'avais une tonne 8, une tonne 9 au derrière. Donc c'est pas rien. Et donc je suis vraiment content de ça. Donc voilà, quand on me dit que les véhicules d'aujourd'hui consomment moins, que ça pollue moins, etc. Voilà. Ça,
ça pollue moins, et ça consomme moins que les véhicules de maintenant. Voilà. Moi, là, pour le coup, c'est du concret, j'ai vu ce qu'il en était. Donc, pourquoi vendre ce véhicule et pourquoi le mettre à la casse alors qu'il fonctionne très bien, il ne m'a jamais posé de problème, il ne m'a jamais laissé sur le bord de la route. Euh, et surtout, ça ne me coûte rien en entretien, voilà, ou presque rien, voilà, on va dire ça comme ça. En réparation, ça me coûte presque rien aussi. Et surtout, c'est que ça consomme rien. Voilà. Donc, oui, c'est un diesel, d'où le diesel. Il y en a qui vont dire qu'ils ne vont pas être contents. Mais au-delà de ça, par contre, pour tracter, bah, rien de tel, hein. C'est costaud à la voie, certes, c'est pas le bruit d'un essence. Mais pour autant, euh, voilà, c'est un moteur, on va dire, une petite cylindrée sympa. Donc, c'est un 2 litres HDI, hein, 109 chevaux exactement. 110 qui marque sur le papier, mais normalement, c'est 109. Donc 7 chevaux fiscaux. Et ben pour tracter, alors oui, en côte, on peine un petit peu, mais bon, on a une boîte de vitesse, hein, c'est fait pour ça. Donc j'ai eu des pentes à 5, 6, 7%. Donc je me mettais en quatrième en bas de la côte, et puis voilà quoi, hein, ça montait tranquillement. Alors, rien à chauffer, sans faire peiner trop la mécanique, etc. Donc voilà. Je vais vous faire voir ce véhicule. Alors, ce véhicule-là, attention les stations. Voilà le véhicule en question. Donc, je pense que vous vous êtes étonné, hein. Donc, ce véhicule-là, les XM sont sortis en 1989, présenté, je crois de mémoire, au Salon de Paris en 89. Et c'est sorti également en 89 aussi. Donc, celle-ci est de 1992. Donc, première main, c'est un 2 litres 100 turbo D12, donc 12 soupapes, donc 3 soupapes par cylindre. Elle a 245 000 km exactement. Et ça fait surtout, voilà, ça fait une quinzaine d'années qu'elle n'a pas tourné. Donc elle a été stockée sous un appentis, pas dans un hangar, sous un appentis, donc à l'abri de la pluie. Et c'est des véhicules qui sont longs. Le derrière était stationné un peu, pas trop abrité mais pas trop. Et du coup, la planche de bord, pas la planche de bord, la plage arrière a changé de couleur. Mais on va voir ça tout à l'heure. Bref. Donc elle est complète, absolument complète. Bon, l'entrée-brouillard est mort, mais l'essentiel c'est qu'il soit là. Elle a sa première immatriculation avec ses plaques noires, donc pour dire que c'est une première main. Là, j'y ai passé un coup de Karcher vite fait, parce que vous voyez des traînées de jet, parce que voilà, quand je l'ai récupérée, elle était pleine de poussière. Donc sur la route, en fait, je me suis arrêté dans une station de lavage, j'ai passé un coup de Karcher vite fait pour dégrossir et que je puisse la rentrer dans le hangar, à peu près propre. Mais du coup, sinon elle présente bien. Donc, le projet de cette voiture, c'est simple. C'est une voiture que j'ai rêvé étant gamin. Ça m'a fait rêver, donc je réalise là, voilà, c'est un rêve de gosse d'avoir ça. Il y a pas mal de choses à faire dessus. Alors niveau carrosserie, alors le but de la manœuvre déjà en carrosserie, va pas être de lui faire une peinture complète, etc. Mais de faire un look, un peu un look patina, on va dire, à laisser un petit peu dans son jus, mais tout en ravivant la carrosserie, c'est-à-dire faire un bon coup de polish. Voilà. De raviver les plastiques, etc. Vraiment de faire une belle voiture, mais avec ses stigmates de sa petite vie. Voilà. Elle a eu sa vie, elle a promis du monde, elle a rendu service, etc. Et moi, je veux préserver un peu cet aspect un peu patiné, voilà, ancien, parce que de refaire une peinture complète sur un véhicule, qu'est-ce qu'il y a, c'est que je pense que ça va jurer avec l'intérieur qui est très beau, je trouve, qui est pas craqué, pas usé, une petite patine légère, mais
méchant, mais je trouve que si on fait une peinture complète sur le véhicule, entre l'intérieur et l'extérieur, ça va jurer. Donc je préfère la laisser comme ça dans son jus, mais vraiment en ravivant la carrosserie au plus possible et lui laisser ces petits stigmates. Voilà. Je trouve que c'est ce qui fait son charme. Donc on va faire le tour du véhicule. Donc forcément, les 5 pneus sont bons à changer, parce qu'il y a la roue de secours qui est en dessous dans un bac. Alors c'est pas... ça j'y reviendrai tout à l'heure. Donc les pneus, ils sont des années 90, je crois qu'ils sont de 92 à l'avant et de 98 à l'arrière. Donc c'est monté en 195 65 R15 et c'est du indice de vitesse MV2. Alors à l'époque, alors apparemment après renseignement, c'est ce qui vaut l'indice de vitesse V maintenant. Donc forcément les pneus, ça je suis bon à les faire. Donc forcément là les poser au sol parce que suspension hydropneumatique, hydraulique pardon, ou hydropneumatique, je ne sais pas comment on dit, bref, et là elle est équipée de l'Hydractive 1. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le mal de mer comme on pouvait avoir dans les DS, les CX, les premières CX et les premières XM également, qui avaient une suspension hydraulique, on va dire simple, et ça faisait penser à la DS où on avait le mal de mer derrière, ou enfin surtout derrière quoi. Là non, du coup non, c'est pas ça. J'ai même en plus la suspension sport dessus, donc c'est pour ça que c'est l'Hydractive 1. Donc regardez-moi cette ligne de carrosserie. Je trouve ça vraiment très futuriste. Vous voyez, voilà, une petite bosse. Alors ça, je pense que c'est un coup de portière. Il est venu là parce qu'on voit que ça a tapé un petit peu dans l'arête. Donc je pense que c'est un coup de portière ou un truc comme ça. Mais je veux lui laisser. Je vais essayer de la redresser un petit peu. Mais je veux laisser ces stigmates comme ça. Mais sinon, elle est vraiment très propre. Et moi, cette ligne. Et ça, je crois qu'on retrouve ça. Voilà, cette partie de carrosserie là. Ce truc là, cette ligne montante là sur la vitre passager là, et je crois qu'on retrouve ça un peu sur les 5008 je crois de mémoire. À l'arrière ça fait un petit peu ça aussi, donc voilà, ils n'ont rien inventé hein. L'arrière est voilà hein, comme l'avant, il est très propre on va dire. J'ai les deux feux là qui sont cassés ici. Donc ça, je pense que c'était voilà, soit un caillou, mais je pense pas. Je pense qu'ils ont éclaté avec le soleil, on va dire, les intempéries, etc. L'autre côté, là aussi, là-haut, voilà. Par contre, le bandeau au-dessus est entièrement intact, voilà, avec le logo Citroën XM d'époque. Et surtout, je voulais absolument une phase 1. Parce que il y a, sur les phases 1, il y a l'aileron. Les phases 2 ont il y a une espèce de queue de carpe, là, comme on appelle ça. C'est juste une espèce de truc là qui vient, et je trouve que c'est moche, pour le coup. Moi, personnellement, je préfère avec l'aileron. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, elle a son attelage Citroën d'origine, qui a été en plus livré avec la voiture quand la voiture a été livrée neuve. Donc, il a sa plaque. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais c'est bien marqué, là, ici, au bout de mon doigt, c'est bien marqué Citroën. Et je peux même vous dire que vous pouvez tracter dessus 1800 kg. Voilà. Mais je pense que ça, je vais l'enlever parce que je trouve qu'il est absolument moche. Pour ma part, ça, je crois, de mémoire, l'attelage, je pense qu'ils avaient oublié de le faire en fait, et ils ont pris un attelage de CX, ils ont un peu modifié, ils se sont dit c'est bon, ceux qui ont reposé un attelage, ça fera bien l'affaire. Alors il faut savoir que sur une XM apparemment, ceux qui avaient l'Hydractive 1, donc en fait c'est une voiture qui garde tout le temps son assiette en hauteur, donc vous pouvez mettre 500 kg dans le coffre, ou même 3 passagers. Jamais la voiture va se tasser, elle reprendra toujours sa position initiale comme si il n'y avait rien dedans.
Mais quand vous avez un attelage et vous avez une remorque, ça force sur la flèche, et apparemment ça cassait les flèches. Voilà, il faut le savoir. J'ai entendu parler de ça. C'est arrivé à plusieurs personnes à l'époque qui avaient des XM avec un attelage, qui s'en allaient avec à la déchetterie avec une remorque ou quoi que ce soit. Et apparemment, ben, ça fait un effort sur la flèche et ça arrive à casser la flèche d'une remorque. Voilà, parce qu'en fait, du coup, comment dire, comme elle garde son assiette, vous avez toujours le poids dans la remorque et apparemment le poids ça met encore, en fait, ça fait un effet plus de poids, ça fait un effet yo-yo sur la flèche, en fait, du coup, et ça affaiblit les flèches et elles finissent par casser. Donc voilà pourquoi il n'y en a pas tellement non plus qu'on un attelage du XM. Mais je sais que moi je vais le garder, mais c'est sûr et certain que je vais l'enlever parce que je trouve ça horriblement moche. Donc voilà. Donc le pavillon est propre. Voilà, elle a sa petite truc là, ici, là. Bon, bah ça c'est la maladie apparemment des XM. De chaque côté, là, ici, cette espèce de petite pièce là qui se ternit avec le soleil, la peinture s'enlève, bref. Donc elle a son essuie-glace derrière. L'antenne pour la radio. Et elle a, j'ai vu ça ici, elle a une petite cabosse ici, alors je sais pas si on va la voir. Voilà, on va la voir là, voilà. Petite cabosse ici. Elle a un petit truc là, ici. Et puis, sinon c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'elle a, cette voiture. Et oui, j'ai oublié, sur le capot. Alors ça, le propriétaire, il m'a dit que c'était le propriétaire qui l'avait fait. En fermant le capot, alors celui-là, faut pas claquer le capot, faut le clipser, et après vous appuyez dessus. Et en fait, il y a une manière d'appuyer dessus, et quand on appuie trop comme ça, eh ben on arrive à tordre, voilà. Avec la paume de la main, on arrive à tordre le capot. Donc ça, je vais le redresser forcément. Je vais essayer de faire au mieux. Mais voilà. Sinon, dans l'ensemble, elle est vraiment très propre. Donc, il faut savoir que c'est une phase 1. Alors, à quoi on reconnaît les phases 1 des phases 2 ? Alors, les phases 2, déjà, moi, je les trouve moches parce que elles ont... Enfin, je trouve que c'est moins avant-gardiste que la phase 2 est moins avant-gardiste que la phase 1. Parce que vraiment, la phase 1, elle a son avant spécifique. Il faut savoir que je connais quelqu'un là qui a amené son XM au garage pour changer un clignotant. Il n'arrivait pas à en trouver, il a acheté une voiture complète, voilà, à 100 balles, qui était pourrie, mais qui était complète et avec les deux clignotants, parce qu'il voulait le clignotant avant droit. Il faut savoir qu'un clignotant avant droit, ça se trouve pas, et quand ça se trouve, ça vaut la peau des glaouis, hein, tout simplement. Pour les phases 1, il y a des pièces qui commencent à moins bien se trouver. L'anti-brouillard, ça, je sais que je vais peiner à le trouver, c'est sûr. Mais je le trouverai. Quitte à y mettre le prix, mais je le trouverai, c'est sûr. Voilà, les pare-chocs sont en bon état, voilà, un petit truc là, mais bon, ça encore, c'est pas trop méchant. Ils sont pas cassés, ils sont bien solides. Alors, les phases 1 c'est simple, on reconnaît une phase 1, surtout pour ceux qui ont l'œil, le logo qui est sur le côté gauche de la voiture. Il faut savoir que quand on donne un sens à un droite ou à un gauche sur une voiture, c'est toujours au volant. Donc là, pour le coup, il est sur le côté gauche. Parce que les phases 2, il est rendu au milieu, et c'est les phases 2, en fait, c'est l'avant d'une Xantia. Voilà, tout simplement. Les phases 1, il est sur le côté, et, là, du coup, c'est pas du tout pareil. L'avant n'est pas du tout pareil qu'une phase 2. Et on reconnaît une phase 1 également pour son aileron. Parce que l'aileron, il n'y a que les phases 1 qui ont un aileron. Les phases 2 ont juste, comme je disais tout à l'heure, une queue de carpe. Donc, niveau habitat, donc à vous de juger. Hein. Bon, elle est sale, forcément, un petit peu poussiéreuse, mais honnêtement, elle est moins poussiéreuse que la 205 quand je l'ai récupérée. Hein. Parce que là, j'ai pas fait de ménage dedans ni rien. Donc tout est à sa place. Je vais m'asseoir
dedans. Voilà. Avec la planche de bord. Donc la boîte à gants ici qui est sous le dessus également. Donc celle-là, elle a les rétroviseurs, vous voyez au bout de mon doigt, manuel. Elle a les vitres électriques, la fermeture centralisée. Donc la clé, ici, voilà. Avec ici le bandeau lumineux, avec tous les voyants, batterie, etc. Avec le truc qui fonctionne encore d'ailleurs, j'ai vu ça quand j'ai mis le jus, le courant dessus. C'est... Voilà, tac. C'est le... Ça vous signale quand vous avez une porte ouverte, une ampoule de grille également. Et de ce côté-ci, alors il fonctionne encore, c'est l'heure, ici. Vous avez l'essuie-glace là. Phare, les phares s'allument juste le bouton là, ici. Clignotant. Voilà, anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière, je crois, de mémoire. Enfin bref, je sais plus. Donc, et c'est là. Alors là, je vais sortir de la voiture. Hop là. Et vous avez donc du coup la manette pour la suspension pour régler donc position très basse ou position très haute. Donc en principe, ça sert pour la manutention, disons, quand vous changez les sphères, des trucs comme ça, ou changez une roue quand vous avez crevé. Et ici de ce côté-là, on a donc là c'est marqué normal, et vous avez donc du coup voilà, là vous êtes en sport et là vous êtes en normal. Voilà, c'est marqué en fait au bout de mon doigt, alors vous n'allez pas le voir, mais juste ici là au bout de mon pouce, c'est marqué auto. Et quand vous poussez là, voilà, là ici ça met tout de suite, ça marqué sport. Parce que, alors c'est simple, hein, le mode sport, c'est pas non plus mirobolant. Mais, apparemment, ça raffermit la suspension et également la direction. La direction est un petit peu plus dure. On a l'impression que, en fait, que la voiture est plus lourde. Voilà, tout simplement d'un coup. C'est encore très confortable même en mode sport. Et apparemment, ça serait limite impressionnant parce qu'en fait, la voiture tient hyper bien son assiette. Ça veut dire que dans les virages, il n'y a pas de roulis en fait. Elle est totalement plate. Donc l'intérieur est juste avec son volant monobranche, ça aussi, il n'y a que les phases 1 qui ont ça, les phases 2 ont un volant de Xantia. Voilà. Les enceintes forcément dans la portière, et vitres électriques à l'avant. Les sièges, alors les sièges, là il est reculé à fond. Donc là, moi il me va bien. Que ce soit conducteur ou passager, c'est en très très bon état. Et je peux vous garantir qu'on s'assoit dedans, on a envie de faire la sieste. Tellement c'est confortable. Donc en roulant, je peux vous garantir que c'est exceptionnel. Je ne comprends pas pourquoi, voilà, Peugeot Citroën, alors au lieu de faire des merdes de 1 litre de PureTech, THP, mes couilles, pourquoi vous ne continuez pas à faire des voitures comme ça, avec autant de confort, avec des sièges aussi confortables que ça, honnêtement. Voilà, moi, il faut m'expliquer. Parce que, alors ça vaut tout l'or du monde et il n'y a pas une voiture, ou sinon vraiment des voitures de luxe, et encore, qui arrivent à la hauteur du confort de ces sièges-là. Voilà. Là, on peut dire que, voilà, à l'époque, ça c'était la France. On savait faire un confort dans les voitures qui était indéniable. Là-dessus, il n'y avait pas de souci. Donc, à l'arrière, c'est pareil. Vous avez une place phénoménale. Alors, il faut savoir que là, le siège, moi, il est réglé pour moi pour que je conduise. Alors, je fais 1m85, donc moi, le siège est reculé à fond. Regardez un petit peu la place que vous avez pour vous mettre là-dedans. Voilà. Là, je peux vous garantir que vous êtes à 4 dans la voiture pour partir en vacances, mais vous êtes royal princier. Ceux qui sont derrière, c'est une tuerie. Alors, c'est pas étonnant que
un grand monsieur qui nous a bien fait rire à la télé, qui s'appelle Monsieur Jacques Chirac, qui était notre président à l'époque, qui est décédé malheureusement. Ils ont eu ça comme voiture pour son deuxième mandat dans les années 90, avec Bernadette, et il disait que ça était extrêmement confortable, et je viens le croire, et apparemment, apparemment c'était une des seules voitures, on va dire, où il arrivait à être confortable avec ses jambes, en fait, sans toucher le siège conducteur. Voilà, c'était la voiture où il avait le plus de place. Donc voilà, une XM, donc voiture présidentielle aussi. Donc à l'arrière, bah, rien de superflu, hein. Vitre manuelle. Voilà, hein, normalement c'est pour 5 places de mémoire. Vous avez la coudoir ici. Là je l'ai baissé, mais voilà, il se relève. Et même pas, c'est une 4 places, parce qu'il n'y a pas de ceinture au milieu. Donc c'est une 4 places. Mais voilà, hein, on va dire qu'on monte à 4 là-dedans, on est vraiment tranquille peinard. Avec les petits vides-poches ici. Voilà. Et surtout à l'époque, le cendrier à l'arrière, hein, pour fumer des gros cigares. Voilà. Avec les petits trucs comme ça derrière les sièges. Et je vous ai pas dit, à l'avant, on va revenir à l'avant parce que j'ai oublié de vous faire voir ça. Parce que du rangement, il y en a. Donc vous en avez, non pas ici, là ici ça s'ouvre pas. Par contre vous avez vide-poche ici. Vous avez vide-poche ici. Également. Vous avez l'autoradio ici. Donc là il n'y est pas. Donc faut que je retrouve un d'origine. Et ici, vous avez le cendrier avec l'allume-cigare. Voilà. Donc je sais pas comment ça se remet. Allez, à l'époque. Voilà. Donc faut que je retrouve aussi un pommeau de levier de vitesse. Là, tant que je suis là comme ça, je vais ouvrir le capot. Voilà. Donc le capot s'ouvre ici. Donc là qu'on a fait l'avant, on va passer au coffre. Donc essuie-glace à l'arrière. Regardez-moi cet arrière. C'est quand même vraiment. Moi personnellement, voilà, c'est une voiture où c'est soit en fait, c'est une des rares voitures. Voilà, il y en a quelques-unes hein, quand même, mais c'est quand même assez rare. C'est une des rares voitures, c'est soit on adore, soit on déteste. Il n'y a pas d'entre-deux. Moi personnellement, j'adore. Je suis complètement fan. Et c'est un rêve de gosse. Voilà, tout simplement. Et je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est moche, que c'est laid. Et il y en a d'autres aussi qui vont dire que c'est vachement beau, qu'ils adorent aussi également. C'est le côté un peu roulé différent, ovni sur roue. C'est vraiment un fleuron français, quoi. Donc le coffre. Donc dites-vous que les vérins, hein, ils ont 32 ans, ils tiennent encore, pas de problème. Et voilà du coup la page arrière. Alors, vous voyez, cet endroit-là, il était abrité, mais on va dire c'était en bout de l'abri, quoi, on va dire. Et je pense même pas que ce soit le soleil. Le soleil a dû participer, mais je pense surtout que c'est la lune. Parce que normalement, il est noir. Voilà. On a le bord, là, c'est noir. Donc normalement, ça doit être noir. Mais je vais trouver une solution pour le reteinter. Parce qu'en fait, elle est en très bon état. J'ai même les... Voilà, elle a un petit peu décollé ici. Il faut que je la recolle, forcément. Donc je la collerai à la colle de néoprène. Et surtout, vous avez encore les pare-soleil. Voilà, les deux. Hein. Pour accrocher ici. Et ça, c'est cool. Alors, il n'y a pas 13 vitres, hein, il y en a 12. Il faut savoir que cette voiture, elle a... Non, il y a des séries enfin, celle-ci a 12 vitres. Donc, vous pouvez les compter, il y en a 12. Et il y en a certaines, elles en ont 13. Parce qu'en fait, il y en a une
qui est au niveau, à l'intérieur, posée juste ici. Voilà. Normalement, elle est posée là, avec un système d'accroche ici en dessous. Et quand vous ouvrez le coffre, et ben les passagers à l'arrière, ils n'ont pas froid. Ils restent toujours au chaud. Donc ça, je trouve ça vraiment... c'était vraiment super bien réfléchi à l'époque. Et ils avaient des inventions, les ingénieurs, sans déconner. Mais moi, ça m'a fait rêver. Voilà. Donc vous avez la banquette qui se rabat entièrement, également. Et apparemment, ça fait un coffre exceptionnel. Déjà là, voilà. Donc vous avez un coffre, je peux vous garantir que vous pouvez partir à 4 en vacances, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est le cri. Ça, c'est le cri d'origine, avec la manivelle pour tourner, etc. La roue de secours qui est dans un panier en dessous. Alors, il faut savoir que le panier, c'est pas un panier comme j'en ai un là. C'est pas un panier comme ça, comme sur la 205. Voilà. Sur la 205, le panier de la roue de secours, c'est ça. Voilà. Ce truc-là, là, en ferraille. Là, c'est carrément un panier fermé. Donc, comme ça, la roue de secours, elle reste tout le temps propre. Bon, faut que je regarde dans quel état il est fait, parce que j'ai pas été voir en dessous encore. Mais par contre, enfin, je sais que niveau la maladie là-dessus, c'est les ailes, le bout d'aile comme ça à l'arrière. Et honnêtement, je suis vraiment serein. Elles sont pas rouillées, donc forcément, si elles sont pas rouillées là, pour trouver de la rouille en dessous, il va falloir que je me lève de bonne heure, parce que c'est sûr et certain qu'il n'y en a pas. Parce que comme elle n'a pas pris la flotte, et que là, du coup, c'est pas rouillé, parce qu'en fait, apparemment, il y a une accumulation de mer qui se met derrière le passage de roue. La terre, l'humidité, voilà, de la crasse, enfin, etc. Ça pourrit la tôle, et du coup, elle pourrit surtout ici, de chaque côté. Et là, du coup, il n'y a rien. Elle a toujours ses bavettes à l'avant et à l'arrière d'origine, avec ses déflecteurs lumière rouge, comme vous pouvez voir. Voilà. Hop là. Il faut garantir que les vérins, ils ont encore la force. Tac. Mais sinon, elle est vraiment très propre, cette voiture. Voilà. Là, vous montez là, vous voyez la place que vous avez là. Et honnêtement, c'est... Voilà, hein, là, le siège est un petit peu plus avancé que le conducteur. Mais je sais pas, là, vous avez au moins 40 cm, là. 40-50 cm. Hein. Là, même si vous êtes grand, vous logez derrière, vous êtes princier. Donc voilà pour le petit tour de cette XM. Donc maintenant, on va ouvrir le capot. Alors ce qui est bien là, un capot du XM, c'est qu'il n'y a pas besoin des deux mains, juste une, parce que nous avons un vérin de chaque côté qui fonctionne encore hyper bien. Voilà. Et nous avons le compartiment moteur. Alors, c'est un moteur qui est donc c'est un 2 litres 100 turbo D12, donc 12 soupapes, donc 3 soupapes par cylindre. Donc complet, toujours entretenu chez Citroën. Donc voilà, quand j'aurai le dossier, j'aurai toutes les factures, toutes les révisions, etc. Donc je saurai exactement ce qui a été fait sur le véhicule avant qu'il soit arrêté. J'ai regardé dans le bocal LHM qui est là. Vous avez le bouchon là, ici j'ai regardé dedans. Il y a encore du liquide, donc ça fuit pas trop. Que j'ai une fuite de ce côté-là, ici. Elle fuyait pas sous l'hangar, mais je pense que le fait de l'avoir bougé, en fait, s'est mis à fuir. Donc, mais bon, c'est pas grave. De toute manière, il va falloir que je check tout ça. Hein. Donc, il y a tout ce qu'il faut, mais le moteur ne débarque pas. Donc, je me suis penché sur le problème hier et ce matin, et il faut que je me rende à l'évidence, ça ne démarre pas, et ça ne démarre pas à cause de ça, la pompe à gasoil. Donc, c'est une pompe Lucas, donc pompe épique, comme ils appellent ça. Ça, j'en avais un d'avance. En fait, c'est les mêmes que sur la 205. Donc, j'en ai pris un de... J'ai pris celui-là de la 205, hein,
J'ai enlevé le petit éton dedans et je l'ai mis à la place et il n'y a rien à faire. En fait, le gasoil ne sort pas à l'autre bout de la pompe pour alimenter donc du coup les injecteurs. Ça, l'entonnoir, en fait, c'est parce que voilà, j'ai branché un tuyau comme ça dessus. Ici, j'ai pendu ça avec un fil de fer, donc du coup, on va dire comme ça. Voilà, comme ça. Et en fait, on remplit de gasoil. Mais en fait, même en faisant ça, le gasoil ne part pas, en fait, tout simplement parce que la pompe à gasoil, elle est grippée. Donc là, pour l'instant, je la laisse comme ça, du fait que la pompe à gasoil, en fait, par le trou ici, alors je ne sais pas si vous allez voir, je ne sais pas si je suis bien cadré, donc au bout de mon doigt là, ça c'est la durite de retour de gasoil. J'ai dévissé là, et du coup, j'ai rempli de gasoil ici. Donc elle est remplie, là elle est pleine depuis hier, donc je la laisse comme ça, des fois qu'elle voudra se dégripper, parce qu'en fait c'est un système de piston et de ressort dedans. Alors je suis pas assez calé pour ça. Donc je veux pas y toucher, je l'amènerai, si vraiment j'arrive pas à dégripper, je l'amènerai chez un dieseliste, donc je sais que ça va me coûter cher, ça c'est sûr. Mais au moins je repartirai avec une pompe révisée, pour ainsi dire neuve quoi en fait, tout simplement. La courbe de distribution, j'ai regardé avant de pouvoir la mettre en route, parce que la distribution a été faite à 184 715 km, comme vous pouvez voir. Donc là, elle a 245 000 km au compteur. J'ai regardé la courroie, elle n'est pas craquelée ni rien, donc honnêtement, j'étais bien content. Donc en fait, elle pourrait tourner comme ça, du moins pour voir si elle se lève, etc. Donc je ne sais même pas si elle se lève. Normalement, il n'y a pas de raison. De toute manière, le véhicule a été arrêté, il n'était pas du tout en panne. Voilà, déjà. Il faut savoir que va falloir là-dessus aussi que je change toutes les sphères, parce que forcément, les sphères sont secouées. Donc là-dessus, je ne sais pas s'il y en a 7 ou s'il y en a 8. Peut y en avoir 4 à l'avant et 3 à l'arrière. Ça, c'est le minimum. Ou sinon, peut y en avoir 5 à l'avant et 3 à l'arrière. Et la cinquième, en fait, c'est l'anti... comment dire ça, c'est encore un truc spécifique à la con. Alors je sais que celle-là, l'e-directive 1. Donc ça, voilà, les sphères plus le liquide, en fait, c'est un billet de 400-500 euros, hein, sûr. Donc voilà, forcément, la pompe chez un dieseliste, s'il faut que je la fasse dégripper, enfin réviser, etc., c'est un billet de entre 700 et 1000 euros. Voilà. Donc déjà, rien que la pompe et les sphères, déjà, on va dire qu'il y a un billet de entre 1000 et 1500 euros, quoi, sûr. Voilà. Mais sinon, voilà, hein, on peut, honnêtement, pour un moteur qui n'a pas attendu depuis 15 ans, je trouve ça hyper propre. Voilà, on voit qu'elle est... C'est une voiture qui a été entretenue. Alors, il faut savoir que là, voilà, du coup, là, pour y emmener du gasoil dedans, je ne suis pas passé par la pompe. La pompe aspire, hein. Je ne sais pas si vous allez entendre. Voilà, donc elle aspire. Et en fait, vous avez le tuyau qui est juste là, qui passe normalement ici, qui vient ici, qui rentre là. Hop, ça passe dans le filtre à gasoil et ça ressort ici avec un autre tuyau qui va du coup directement ici, là où il y a le collier. Voilà, au bout de mon doigt. Donc voilà pour cette belle XM, donc tout à sa place, elle est complète. Forcément c'est un petit peu gras, un petit peu de toile d'araignée aussi forcément, comme vous pouvez voir. Mais honnêtement dans l'ensemble c'est vraiment propre. Le filtre à air il est quasiment tout neuf. Voilà, il n'y a pas de merde. Hein. Comme vous voyez, ça c'est la pastille. Voilà. Oh, je ne sais pas si vous allez voir. Vive la résolution du téléphone. Vous avez ça c'est le niveau de l'hydraulique. Voilà, vous avez 2 cercles rouges et vous avez une capsule orange dedans. Et là, je vois que je suis vraiment au mini. Donc le niveau est légèrement faible, mais honnêtement ça va. Donc en fait, le niveau serait bon pour la mettre en route du coup, apparemment.
malgré tout. Donc voilà, le but du jeu, voilà, ça va être ça. Donc, mais je vais pas m'en occuper pour le moment. Pour l'instant, voilà, là c'était l'opportunité qui faisait que, euh, ben, que fallait que j'aille la chercher. Je voulais pas quelqu'un d'autre y aller la chercher que moi. Ça m'aurait embêté de passer à côté de ça. Donc voilà. Donc pour l'instant l'XM, eh ben, elle va rester voilà là ici. Pour l'instant elle est sur place voilà. Euh, Là pour le voilà forcément faut que je finisse avant. Donc la 205 ici. Donc les sièges sont toujours là. Hein. Voilà. Et voilà, faut que je m'occupe de l'intérieur, etc. Et puis comme ça, après, en fait, elle sera finie. Hein. Il y a 2-3 bricoles, faut que je branche les anti-brouillards, etc. Mais dans l'ensemble, elle est pour ainsi dire quasiment faite. Quoi. Mais faut que je la finisse avant de m'occuper de ça. Absolument. Donc sur ce, jeunes gens, je vous dis bon courage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et à ciao, bonsoir.